Refait le H, l'émission exclusivement consacrée au HBC Nantes, chaque semaine dans la HBC Nantes Family. En présence d'invités, supporters, bénévoles, journalistes, nos spécialistes analyseront sans phare l'actualité du HBC Nantes. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 12e émission de On refait le H, une émission bénévole faite par des fans pour les fans du HBC Nantes, émission enregistrée dans les conditions du direct, ce soir chez Mickaël. Chaque semaine, nous décortiquons l'actualité du H en compagnie de Mickaël, abonné depuis 2013. Bonsoir Mickaël. Salut Polo, salut Yann, bonjour tout le monde. En compagnie également de Yann, administrateur du groupe Facebook HBC Nantes Family. Bonsoir Yann. Salut Paul, salut Mickaël, bonsoir à tous. Et en compagnie de moi, Paul, ancien journaliste sur le compte de la Radio Sun. Au sommaire de cette 12e émission, nous reviendrons avec une thématique EHF sur le match contre Arendal, mais nous aurons d'autres sujets. Nous évoquerons ensuite le tirage de la Coupe de France contre Angers, puis nous aborderons le retour sur la victoire de la N1 contre Cesson, puis enfin nous terminerons l'émission avec une thématique Star League et notamment le retour sur le match contre Istres. Mais commençons tout de suite cette émission sans tarder par notre thématique EHF et notamment ce retour contre le match de Arendal. Messieurs, qu'en avez-vous pensé ? Ce que j'en ai pensé, c'est que ça a été particulièrement laborieux, comme vous avez pu, pour la plupart, l'annoncer sur le sondage qui avait été mis sur le groupe HBC Nantes Family. Vous étiez particulièrement inquiet, mais vous pensiez que ça allait passer. Effectivement, ça a été le cas, 30-30. Après, on va dire que le H a toujours été devant. Alors tu parlais justement Yann du sondage, effectivement c'était le sondage, la question qu'on a posée au sein du groupe HBC Nantes Family, c'était on vous demandait si vous, dans quel état d'esprit vous étiez avant ce match contre Arendal, et vous étiez effectivement 95 à nous dire que vous étiez inquiet, mais vous pensiez que ça allait passer, donc c'est effectivement ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça, mais ça a été compliqué, ça a été particulièrement laborieux, comme je disais. On ne s'attendait pas à un match facile au regard de la prestation de nos violets lors du match aller. Ça n'a pas été la même chose, on a quand même été beaucoup plus performants. On a toujours été devant déjà, c'est quand même la meilleure équipe qui a gagné, qui s'est qualifiée, quoi qu'on en pense. Après, il y a quand même des trous d'air et toujours les mêmes problèmes récurrents à droite. Que ce soit en défense ou en attaque. En défense, on s'est encore fait transpercer sur le côté droit. En attaque, Sébastien Augustinussen a encore une fois de plus malheureusement été transparent. Et l'animation offensive laisse quand même pas mal à désirer, quoi. C'était poussif quand même. On les sentait qu'il y a des moments où ils auraient pu mettre un écart plus important, et puis finalement à chaque fois ça remontait. On les a pas sentis au mieux quand même. Ben oui, notamment sur les 10 dernières minutes qui sont assez symptomatiques des problèmes du H en ce moment. En tout cas, c'est ce que je pense. On était à 28-24 lorsqu'on a abordé les 10 dernières minutes. À ce moment-là, je pense qu'on était tous plutôt confiants à se dire la qualification elle est acquise et ça va dérouler. Et là, on fait 10 minutes catastrophiques où on met 2 buts, dont un sur penalty. On s'écroule complètement et on laisse Arendal revenir. Et du coup, on peut pas dire qu'on a eu vraiment peur pour l'élimination parce qu'il y avait toujours ce petit but d'avance et bon. Mais c'est pas passé loin, quoi. J'ai envie de dire, si le match dure 5 minutes de plus, on peut passer à la trappe parce qu'on sentait que nous, on n'y était plus du tout et que eux, portés par le public, portés par l'envie de créer l'exploit, et puis ils voyaient le score se réduire. Je pense que, et encore, je dis 5 minutes, 2 minutes de plus, on peut passer à la trappe. Donc, ces 10 minutes-là ont été inquiétantes. Si je reviens sur le match, je ne vais pas reparler du match aller où on a été médiocre. Là, je dirais qu'on a été bon par moment, mais très mauvais par d'autres. Et en fait, du coup, on a une moyenne de médiocre comme le match aller. Donc c'est pas rassurant du tout. Moi, je me pose 2 questions par rapport à l'analyse qu'on a pu faire. La première, c'est de me dire, est-ce qu'on n'a pas un petit peu trop sous-estimé Arendal, qui est finalement une équipe peut-être bien meilleure que ce qu'on pensait. On s'est peut-être planté parce qu'on les connaissait pas. Et il y a quand même pas mal de qualité dans cette équipe. Et la deuxième, c'est est-ce que nous, on s'est pas surestimé ? Parce que plus le temps passe,
Et plus je me dis, est-ce que cette équipe, on la voit pas un petit peu trop belle et que finalement, il y a encore beaucoup de temps à passer pour pouvoir arriver à un niveau qui nous permettrait de prétendre notamment à un Final Four ou au moins des tours élevés dans cette Coupe d'Europe. Oui, vas-y, Ed, tu voulais apporter quelque chose? Je suis d'accord avec Mickaël, en tout cas par rapport à la prestation de l'équipe d'Arendal, je pense oui qu'on a peut-être sous-estimé cette équipe, parce qu'il y a franchement de la qualité, Oui. que ce soit leur gardien ou Lindell au poste d'arrière gauche sur les deux matchs, il est moins bon sur le match retour, mais il y a reste pas quand mal même- de il joueurs reste quand même vraiment très convaincant. intéressants. Et quant à nous, je suis pas forcément d'accord qu'on se soit surestimé. Par contre, C'est une question que je me pose. ouais. En fait, je sais même pas aujourd'hui me situer. Je me demande, est-ce que moi, parce que j'ai souvent dit que cette équipe me plaisait, qu'on allait aller loin avec. Là, je m'interroge, est-ce que j'ai pas surestimé notre équipe? Voilà. alors, je pense que c'est pas le fait qu'on l'ait surestimé, c'est peut-être le discours, c'est ce qu'on disait dans la dernière émission, qui a été tenu depuis le début par la direction, qui est un discours ambitieux, et ça c'est très bien par contre. Mais ce discours, comme quoi on vise une place en Ligue des Champions, donc les 2 premières places de Lidl Star League, qu'on vise à minima une qualification au Final Four, c'est bien d'être ambitieux comme ça. J'ai les 2 oiseaux qui rigolent parce que Mickaël est en train d'ouvrir une bière. Et c'est bien d'être ambitieux comme ça, mais je pense que c'est peut-être un peu... pas un peu trop tôt, mais mettre un peu de pression sur une équipe qui pour moi, est en phase de transition et de reconstruction, quoi qu'on en dise. Et pour moi, c'est pas négatif d'être dans une phase de construction. Par contre, je suis très optimiste sur l'avenir du club. C'était un retour à la réalité quand même, ce match contre Arendal. On a vu une belle équipe européenne qui nous a bousculé un petit peu quand même. Les joueurs ont dû s'employer pour aller chercher ce résultat. Et effectivement, il y avait de la qualité des joueurs. Alors, c'est pas un jeu très spectaculaire, mais c'est efficace, c'est solide. Ça fait très très bien le travail. Et effectivement, c'est aussi un petit rappel, sans doute, pour se dire si on veut aller plus loin, il faudra montrer autre chose. Oui et non, parce que Arendal a fait ses matchs, hein, que ce soit sur le match retour ou le match aller, ils ont fait leur tour, et on peut rien leur enlever. C'est plutôt nous, et toujours les mêmes points négatifs qu'on relève. Mika a dit qu'on avait mis 2 buts en 10 minutes, c'est quand même une horreur, 2 buts en 10 minutes. À un moment, on doit gérer, quoi. On doit gérer, parce qu'on est à plus 4, une animation offensive d'une pauvreté. La défense, on se fait toujours transpercer à droite, on n'a aucune contre-attaque, on marque jamais en contre-attaque. On a tellement de difficultés dans la défense qu'on ne récupère pas, et on part pas en contre-attaque. Alors eux, par contre, ils nous ont mis quelques banderilles, parce que le repli de Lazarov est tellement lent qu'il n'a pas le temps de sortir. Et donc, du coup, il n'y a personne. Alors peut-être que c'est ça aussi qui fait que les mecs passent à droite. Ça aide pas. Je finirai juste là-dessus, parce que je suis content qu'on soit qualifié, parce que malgré tout, c'est une bonne chose. C'est certainement un soulagement, mais aussi peut-être qu'on peut s'appuyer sur des matchs comme ça, parce que malgré tout, les objectifs sont remplis, dans la difficulté, mais ils sont remplis. Et je voudrais faire un petit bravo à Cyril Dumoulin, qui a fait une entrée en seconde période qui a été décisive, parce que sans ses arrêts, je pense pas qu'on y soit, en fait, dans les phases de poule. Il a fait une très belle rentrée, c'est vrai. Ouais, je suis assez d'accord. Bravo à Cyril, ça m'a vraiment fait plaisir, parce que on l'a vu tellement dans le dur ces dernières semaines. Moi qui adore ce joueur, c'était difficile de le voir dans la difficulté. Et là, il nous sauve la mise clairement sur la deuxième mi-temps. J'ai lu dans la presse qu'il était à 18 arrêts sur l'intégralité du match, donc c'est absolument énorme. Juste sur un dernier truc sur le match, autant si au match aller j'avais l'impression qu'on était rentré en tongs sur le terrain avec le bidou encore un peu gonflé du repas dominical de mamie, là j'ai senti que les gars ils avaient envie, ils étaient motivés, ils étaient déterminés, et malgré ça on y arrivait. J'ai l'impression qu'on n'y arrivait pas. Alors moi je préfère voir mon équipe, les mecs qu'on la hargne et qui n'y arrivent pas, parce que tu te dis au moins ils donnent ce qu'ils ont, mais pour la suite c'est peut-être inquiétant. Alors justement, tu évoquais tout à l'heure si on avait notre place justement au Final Four. L'organisation du prochain Final Four a été attribuée à Berlin. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est une déception de ne pas le faire chez nous? C'est forcément une déception, mais... C'est une déception, c'est sûr et certain. Comme on l'a dit la semaine dernière, en tant que fan de hand, même si le H devait ne pas y être, ça aurait été une belle fête du handball à Nantes, et donc ça aurait forcément été un bon moment pour nous. Donc moi je suis assez triste qu'on l'ait perdu, qu'on ne l'ait pas gagné.
Oui, c'est la même chose. Enchaînons. Voilà. Donc après, est-ce que c'est logique ou pas pour moi, c'était du 50-50. Hein. Berlin, ils ont prouvé qu'ils savaient très bien organiser des Final Four comme nous. C'est votre dernier mot, Mickaël ? Oui, c'est mon dernier mot. Ça, c'était gênant, par contre. Donc voilà, c'était... Moi, ce qui m'a surpris, c'est que normalement, ça devait être annoncé le 28. Et là, ils nous l'ont annoncé le 22. Alors du coup, je m'interroge. Est-ce que le H a fait machine arrière ? J'ai pas d'infos là-dessus. Ou est-ce que le HF, en voyant les performances du H lors de ce premier tour, s'est dit cette équipe n'a pas les moyens de se qualifier pour le Final Four et on n'a pas envie de leur donner. Est-ce que ça a joué ? Je ne sais pas. Maintenant, on a une annonce qui est arrivée une semaine avant la date limite. Je trouve ça surprenant, mais en tout cas, c'est une vraie déception. Je mettrais une petite piécette sur ta deuxième proposition, comme quoi le HF a peut-être regardé la performance du H lors du match aller contre Arendal et s'est dit qu'il y avait peut-être plus de chances en octroyant le Final Four à Berlin que Berlin y soit plutôt que le H. C'est surtout qu'ils savent que si le H se qualifie pas, on fait pas 10 000 personnes, on le sait. Non, mais c'est ça. Et le HF a tout intérêt à faire son Final Four plein. Et donc voilà, et en Allemagne, ils ont plus de chances. Donc je sais pas si ça a joué, j'espère pas, mais je me pose la question. On notera quand même que l'annonce donc est tombée le 22. Le H n'a toujours pas communiqué dessus. Hein. Bon, justement, on va évoquer le prochain tirage, celui qui nous préoccupe dorénavant. C'est le tirage au sort des poules de Coupe OHF. Alors, rappelons, juste avant de faire notre tirage au sort fictif, les différents chapeaux qui constituent ce tirage au sort. Dans le pot 1, il y a le club de Pau. De Aix. Le PAUC, mais Aix, bravo, on est en forme ce soir. Je suis très en forme. Alors, le club de Aix... Il y a ensuite Magdebourg, Rhein-Neckar-Löwen, Melsungen. Voilà pour le premier pot. Dans le deuxième pot, le club qui nous intéresse, à savoir le HBC Nantes, accompagné de Silkeborg, de Liberbank Cuenca, que je ne connais pas. Un club espagnol. Un club espagnol, tout à fait. Et un club hongrois, le Grundfos Tatabánya. Voilà, Tatabánya. Tatabánya, c'est ça, Tatabánya. Autant pour moi. Dans le pot 3, on retrouve Nîmes, on retrouve Berlin, on retrouve un club polonais, le Guardia Opole. Ça ne se prononce pas comme ça, je m'excuse auprès de tous nos amis compatriotes polonais. Et le club slovène de Gorenje, comme l'électroménager, Valenge. Un truc comme ça. Enfin, dans le pot 4, on retrouve les Danois d'Holstebro, les Espagnols d'Abanca Ademar León. Je ne sais pas où c'est en Espagne, mais je compte sur vous pour nous apporter des pressions à ce sujet. Un autre club espagnol, le Logroño La Rioja. Et enfin, le Benfica, un club portugais. Messieurs, on va tout de suite procéder à ce tirage au sort fictif. Alors oui, justement, donnez votre avis sur ce chapeau. Je vais surtout préciser deux petites choses parce que quand j'ai vu les pots et les tirages, j'ai pas tout compris, il a fallu qu'on m'explique parce que le HF c'est quand même une bonne bouillie indigeste à chaque fois qu'ils essaient de faire quelque chose de compréhensible. Bon, après je suis un peu lent aussi, mais... Oui, voilà, il y a surtout de ça. Mais à savoir que les clubs d'un même pays ne peuvent pas se rencontrer, donc sûr que dans notre pool, nous n'aurons ni Pau, Aix, autant pour moi. Ni Aix, ni Nîmes. Donc déjà, c'est deux clubs français à exclure. Et nous n'aurons pas Berlin également, puisque Berlin est dans le pot 3. Et Berlin ne peut pas rencontrer les clubs allemands, et les clubs allemands sont dans le pot 1, les trois autres. Donc, en fait, on est sûr que Aix va tomber avec Berlin dans le même groupe. Voilà, on est sûr. Nous, on va prendre un des trois clubs allemands du pot numéro 1 et pas les clubs français. Voilà. C'est ça. Gros. Et puis après, pour les autres, ça dépend de qui on tire, quoi. Voilà. Après, moi, mon avis, ce qui est assez sympa, mais qui va être compliqué aussi, c'est qu'on va prendre un gros club allemand. Donc je trouve que ça va nous faire une belle affiche de Coupe d'Europe. Ça va nous rappeler nos années Ligue des Champions qui sont pas si loin que ça.
Donc ça c'est bien. Après, quand on regarde, il y a quand même du haut niveau. Les clubs espagnols, le club de Benfica, aujourd'hui ça joue très très bien du côté du Portugal. Il y a aussi Holstebro, les Danois qu'on connaît bien. Donc il y a plein de clubs qui sont intéressants. Bon, on verra ce que le tirage va donner, mais je pense qu'on peut avoir une poule vraiment vraiment intéressante et qu'on peut avoir trois très bons matchs du côté de la H Arena. Si je devais choisir dans les gros clubs allemands, je prendrais plutôt Magdebourg pour changer un petit peu. Voilà, Rhein-Neckar on les a joués l'année dernière et puis bon, Melsungen on connaît pas. Magdebourg c'est vraiment un club historique en Allemagne, donc ça serait sympa. Et puis pourquoi pas aller la Riora, histoire de revoir le petit Scott qui marche plutôt pas mal du côté de l'Espagne. Ça pourrait être sympa, voilà, des petits choix perso, ça serait sympa. Ouais, c'est ça. J'ai à peu près le même avis pour la Riora. J'aimerais bien revoir Junior Scott. Ça fait un moment qu'il a des bonnes performances en Espagne. Il est prêté par le H pour 2 saisons. Est-ce qu'il reviendra l'année prochaine ou pas, on n'en sait rien. Mais j'aimerais bien voir ses performances sur le maillot espagnol, de l'équipe espagnole, pardon. Quant aux Allemands, non, moi j'aimerais bien Rhein-Neckar à nouveau. Le retour de Romain. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, le retour de Romain, histoire aussi de Romain Lagarde, histoire de lui montrer qu'il a peut-être eu tort de partir et d'appuyer un peu plus sur la tête sur le mal du pays. Voilà. On voit tout de suite la finalité qui est un peu plus personnelle. De mon côté, effectivement, je serais plus pour affronter effectivement un autre club allemand plutôt que Rhein-Neckar, parce on les a déjà affrontés, autant essayer de voir ce qu'on vaut contre une autre équipe. Donc Magdebourg, effectivement, est un bon choix. Pour les autres chapeaux, effectivement, le club slovène m'interpelle un petit peu. Je sais pas trop ce qu'ils valent. Je me dis que ça peut... faut voir ce qu'on donne contre eux. Et enfin, Benfica, dans le dernier pot, me tente aussi. Mais bon, on va avoir une idée de ce que ça pourrait donner tout de suite en réalisant ce tirage au sort fictif, rappelons-le. Pour précision, Paul, ce sont des voyages sportifs, pas gastronomiques. Donc, quand tu proposes la Slovénie, le Portugal... Oui, les deux ne sont pas forcément incompatibles. Je crois qu'on peut mêler l'utile à l'agréable. Ah oui, tout à fait. Exactement. Alors, justement, ce tirage au sort... Bon, on va attaquer ? On va attaquer, c'est parti. Alors, on commence. Bon, alors, juste pour vous expliquer, parce que vu que vous n'avez pas l'image, comment que ça va se passer, on a préparé 3 petits pots, des pots numéro 1, 3 et 4, parce que pas le numéro 2, parce que c'est nous et on peut pas affronter les équipes qui sont dans notre pot. Et donc, on va demander à la main innocente de Polo de tirer un petit papier pour définir qui sera notre adversaire. Et bon, voilà. On comparera par rapport au tirage au sort de jeudi. Alors c'est parti. Polo est en train de mélanger les petits papiers dans le pot numéro 1. Donc c'est le gros allemand. Le gros club allemand. Alors ça y est, il l'a tiré. Polo, on t'écoute. Le club allemand est Rhein-Neckar. Ouh, Romain Lagarde. Très bien, très bien. Voilà pour le premier club à affronter pour le H dans ce tirage au sort fictif. Donc on va prendre maintenant le pot numéro 3. Donc là il n'y a que 2 noms puisque c'est soit les Polonais de Guardia Opole ou les fameux Slovènes de Goren Velenje. Parce qu'on ne peut pas affronter ni Berlin ni Nîmes. Alors Polo. Et voici donc Gorenje Velenje. Moi ça me parle. La Slovénie. Les Balkans. Les Balkans. Et donc le dernier pot, donc là tout le monde peut être tiré, donc 2 clubs espagnols, un club portugais. Là il y a plus de suspense. Polo mélange. Ah j'hésite, j'espère que je fais le bon choix. Beaucoup de cœur à l'ouvrage Polo. Allez, j'ai fait mon choix, je ne le regretterai pas. Et donc, le dernier tiré au sort est la Riora. Et voilà, Junior Scott qui revient. Donc le tirage au sort fait par l'équipe de On refait le H, je vous le rappelle. Rhein-Neckar, Goren Velenje et la Riora. Donc pas la peine de vous arrêter de travailler jeudi à 11h. On vous a déjà donné les informations. Si c'est le même tirage, par contre, il y a des chances que vous nous payiez des bières au prochain match. Ouais, ou que le HF s'inquiète un petit peu. Bon, continuons, messieurs, dans cette émission. Alors, on avait donc ce retour sur la thématique de l'EHF avec ce tirage au sort fictif, mais on voulait avant refaire un
petit focus justement sur le tirage de la Coupe de France contre Angers. Alors Mickaël, tu voulais nous dire un petit mot à ce sujet? Oui, un petit mot sur Angers. Donc le club s'appelle désormais comme le club de foot, le Angers SCO Handball. Avant, le club s'appelait le Angers Noyant. Donc en fait, le club a un petit peu coulé il y a quelques années. Angers noyé, quoi. Voilà, ils se sont un petit peu noyés. Le club a failli même disparaître à cause de gros problèmes financiers. Du coup, le club de foot du SCO d'Angers, ils ont fait un petit peu en mode omnisport et pour essayer de remonter tout ça. Donc, si on prend un petit peu l'historique d'Angers, Angers, c'est 6 années passées en première division, à une époque où la première division ne s'appelait pas encore la Star League, puisque leur dernière saison passée au plus haut niveau national, c'était en 2005-2006. Depuis, ils sont retombés en deuxième division, qui s'appelait pas encore la Pro League, et puis en national, où ils ont un petit peu touché le fond. Depuis cette année, c'est en train de remonter. Ils ont démarré la saison avec le statut VAP, qui est le statut essentiel pour pouvoir prétendre à une montée en Pro League. Et ça se passe très bien pour eux cette saison, puisqu'ils sont leaders de la poule 1 de la N1. Donc la seule et unique poule qui peut désigner des équipes qui vont monter. Donc ils sont leaders après 9 matchs, 7 victoires et 2 défaites. Le week-end dernier, ils sont allés gagner à Frontignan 39-27, donc une grosse victoire. C'est donc un club plutôt en forme et en confiance que va affronter le H pour ce tour de Coupe de France. Et puis pour terminer, du côté du staff, l'entraîneur adjoint est bien connu des amoureux de la première division française, puisque c'est l'ancien pivot de Montpellier qui est Issam Tej, le Tunisien. Donc tout le monde le connaît pour ses performances plutôt rugueuses. Et donc il sera, voilà, ceux qui feront le déplacement, vous pourrez le voir sur le banc du côté d'Angers. Alors justement, ce match contre Angers, rappelons-le, ça sera donc le dimanche 8 décembre à 16h. Voilà, donc pour ceux qui voudront faire le déplacement, je pense qu'on sera une partie en tout cas de l'équipe de On refait le H à aller voir ce match là-bas à Angers. Est-ce que vous avez justement un pronostic, messieurs, sur ce match contre Angers? Si on gagne pas celui-ci, j'ai rien contre Angers, mais ça reste une équipe de N1. Il n'y a pas de photo entre le niveau du HBC Nantes et du SCO Angers Handball. Donc il y a eu une victoire, une grosse victoire en plus permettrait de redonner un regain de confiance. Je vais pas dire que l'équipe n'est pas en confiance actuellement, mais bon, c'est pas non plus faut pas la chenille tous les jours, quoi. Donc je pense que oui, victoire et grosse victoire, 9 buts. Oh, c'est clairement un match qu'il faut gagner. Il y a 2 divisions d'écart. On n'est pas, comme tu l'as dit, on n'est pas dans une période où on peut se permettre de laisser passer des matchs. Donc c'est un bon tirage pour nous, hein, parce qu'à ce tour-là de la Coupe de France, on pourrait très bien tomber sur une Pro League. Donc là, on tombe sur une N1, c'est un bon tirage. Et puis en plus, c'est pas loin, hein, c'est à 1h30. Donc comme vous l'avez dit, j'espère qu'on sera nombreux de Nantais à faire le déplacement pour aller soutenir nos violets. Donc oui, j'envisage pas autre chose qu'une victoire. Et j'espère en plus que ça pourra permettre de donner un petit peu de temps de jeu à des garçons, à des jeunes garçons comme Thibaut Briet, Lucas Petro, ou voire même Théo Monard qu'on a vu cette saison du côté de la feuille de match, enfin au moins sur la feuille de match chez les pros. Et je pense que c'est une bonne occasion aussi de les confronter à une équipe de très haut niveau de la N1, qui est la division à laquelle ils jouent habituellement. Donc voilà, j'espère une belle victoire, allez, on va dire 7-8 buts avec les jeunes qui performent. Ouais, je suis d'accord avec ton analyse, et j'ajouterais pas seulement en fait faire jouer les jeunes de N1 pour pouvoir se confronter à leur niveau habituel, mais aussi relancer quelques joueurs confirmés qui seraient peut-être un peu en difficulté actuellement, et leur donner du temps de jeu. Je pense à Sébastien Augustin-Hussein, s'il pouvait jouer et performer, à Julien Némonet, voilà, qui est complètement transparent depuis le début de l'année. Ouais, il a un peu joué au début, il joue plus du tout depuis, il a même été écarté contre Istres. Ouais. Donc non, ça, et puis le fait que ce soit, comme tu disais, match tout près, ça sera le seul derby de la saison, donc comme on dit, un derby, ça se joue pas, ça se gagne, voilà.
Écoutez, de mon côté, je vois une victoire également de plus 9. Mais vous évoquiez justement ces petits jeunes de la N1 qui pourraient performer sur ce match-là. Et ben justement, revenons sur le match qu'ils ont fait contre Cesson, donc ce derby. Alors un très bon match pour le coup, j'y étais, je vais pouvoir en parler. On a vu un grand Andreas Hoffmann qui a signé 16 arrêts. Sinon également le très très bon match de Matteo Fadwil qui vraiment a apporté une bonne partie de l'équipe, en tout cas sur ses interventions, qui est très décisif, que de mon côté j'ai beaucoup apprécié également parce qu'il a une superbe coupe de cheveux. C'est le chouchou de Mika. Et voilà, Mika qui a la même chevelure presque, qui a un petit défaut. Et il est un peu volume, plus frisé que moi, ouais. Oui, voilà, mais c'est... Il y a un peu moins dégarni sur les côtés. Ouais, on n'a pas le même âge non plus. Mais signalons encore les très bonnes performances de Martin Bouvard, qui signe un 6 sur 7, et de Théo Monard, constant également. Voilà, tout ça pour dire que c'était un match sérieux de la part de la N1, qu'ils ont bien maîtrisé leur sujet. Cesson a pris l'avantage juste avant la pause, était revenu, et puis sous l'impulsion de Matteo en deuxième mi-temps, en fin de match, le H a déroulé et a montré ce qu'il savait faire. Ils ont terminé donc en signant une 5e victoire de la saison, et une victoire 39-32 donc face à Cesson. Voilà. Et Mickaël, je crois que tu voulais faire un point sur le classement de la N1 justement. Oui, on touchait un petit mot avant. Féliciter, donc j'étais pas présent au match, mais féliciter les garçons pour leur belle performance pour ce match que tu nous as parfaitement résumé, Polo. Et oui, je suis très content pour Matteo Fadwil. Quand j'ai vu les stats, 11 buts, c'est super chouette pour lui. Il monte en puissance, c'est hyper bien. Et puis un petit mot aussi pour Théo Monard, qui a fait aussi un très bon match que tu m'as dit. Il a mis 5 buts et il était aussi efficace. Donc, Lucas Petro aussi qui signe un 4 sur 4. Voilà, c'est 4 buts, mais 4 tentatives, 4 buts au fond. C'est important aussi d'avoir ces statistiques-là. Ce qui était important, j'ai pas vu le match, mais ce qui était important, c'est qu'on restait sur 3 matchs consécutifs sans victoire. Et donc pour se relancer, il était temps, et en plus c'était l'équipe idéale, c'est son derby, de gagner ce match-là. Donc c'est une très bonne performance de la part de nos petits jeunes. Oui, donc un petit point sur le classement. Donc le H est toujours 3e. Il faut savoir que devant le PSG et Bruges se sont imposés. Paris a largement battu la réserve de Toulouse de 10 buts. Et Bruges est allé s'imposer chez les derniers de Gian, Loiret, de justesse d'un petit but. Donc on est toujours 3e. À la 4e place, c'est Torcy qui pointe le bout de son nez désormais. Ils ont Torcy Marne-la-Vallée, le fameux club de Mickey, qui ont mis une petite pilule à Rezé, 30-21, ça se passait du côté de Rezé. Et Torcy a torsé Rezé, quoi. Voilà, on peut dire ça. Et là, c'est le premier moment gênant de Yann de l'histoire du On refait le H. C'est à signaler. Et donc, forcément, Rezé a chuté de 2 places. Ils sont actuellement 6e. Donc voilà, le H, on est 3e. On est toujours dans notre lancée, sur le podium de notre poule. Et voilà, c'est très bien pour un promu. On peut vraiment se satisfaire de ça. Juste pour info, il reste plus que 2 matchs avant la trêve, avant la fin des matchs allés. Donc un déplacement du côté du PSG qui est largement en tête. Donc là, ça va être compliqué. Et la réception de Chartres actuellement 10e sur 12. Donc voilà, mais bon, haut les cœurs, les petits gars. Et puis allez nous les taper, les Parisiens. Si vous pouviez nous ramener une super victoire de là-bas, on en serait que plus fiers. Donc allez les gars. Écoutez, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Et en tout cas, tu évoquais, Mickaël, ce match contre Paris pour la N1 à venir. Et ça nous emmène sur la dernière partie de l'émission, la thématique Star League justement, et le retour notamment du match contre Istres. Alors messieurs, qu'en avez-vous pensé de ce match contre Istres ? Yann ? Première période de qualité, vraiment, avec un engagement qu'on n'avait pas vu contre Arendal par exemple. Ils avaient besoin de se refaire la cerise, mais aussi de prouver que, comme le disait Mickaël, rentraient pas sur le terrain en tongs. Donc en première période, vraiment, alors pas parfaite, mais très encourageante. À la mi-temps, on est à 18-12, 6 buts d'avance. Une grosse défense, de l'agressivité, du jeu. Franchement, c'était emballant et ça faisait plaisir parce qu'on s'était quand même pas mal ennuyé contre Arendal. Le couac, alors c'est la deuxième période où on est dominé. Alors, on va argumenter sur le fait que Alberto Entraios a fait tourner. Il y a des jeunes qui sont rentrés. Je veux bien, mais il y a quand même encore
des trous d'air, toujours les mêmes, toujours au même endroit, c'est pas possible. Alors il y a des petits qui m'ont fait plaisir, notamment Alex Morand, qui fait plaisir d'ailleurs depuis qu'il est dans le groupe, et qui est performant, que ce soit en défense ou en attaque, qui a donné de l'envie, mais sinon... Qui montre de l'envie et qui se fait remarquer à chaque fois et dans le positif. Ouais, c'est ça, il était très bon contre Arendal. Moi, c'est cette deuxième période. C'est pas possible de finir. On doit gagner ce match de +8, +9, ce que disait Alberto Entrerios, et finalement, on gagne de +3 laborieusement en deuxième période. Alors, on s'est pas fait peur parce que on avait 6 buts d'avance, mais c'est pas très encourageant, quoi. Et puis à un moment donné, il faut être sérieux. Je comprends qu'on puisse pas vouloir se blesser, qu'on pense au match prochain, mais là on n'est pas dans une position où on peut fanfaronner actuellement, quoi, ou se reposer sur des acquis, parce que nos acquis sont quand même minimes. Moi la grosse satisfaction, parce que c'est vraiment ça, c'est de ce match-là, c'est juste Olivier Gnocas qui se fait allumer régulièrement par les fans. Quand il n'est pas blessé, quand il est en pleine bourre, il est ce qu'il a été contre Istres. Il a fait un super match en attaque, il prend des risques. Alors oui, il a du déchet dans son jeu, mais bon, c'est quelqu'un qui prend des risques, et donc quand tu prends des risques, tu as du déchet forcément. Et vu le jeu stéréotypé qu'on a en attaque actuellement, quelqu'un qui prend des risques et qui met un peu de fantaisie, un peu de folie, ça fait du bien, parce que sinon, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Donc moi, j'étais ravi pour lui, ravi pour nous en tant que spectateurs, parce qu'il a vraiment fait du bien. Et en défense aussi, il a mis de l'impact. Alors, il y a une ou deux fois où il s'est fait dépasser, et il y a eu des 7 mètres, mais au moins il y allait. Et ça, c'est ma grosse satisfaction, en tout cas du match contre Istres. Le résultat en lui-même, on est obligé de gagner ce match-là si on veut remplir nos objectifs. Le jeu, à part la première période, comme je disais, qui est encourageante et qui est correcte, la deuxième, elle est à revoir. Oui, de mon côté, je peux être que d'accord avec ce qu'a dit Yann. Forcément, j'avais prévu aussi de toucher un petit mot sur Olivier Gnocas, parce que je l'ai beaucoup défendu depuis qu'on fait l'émission, même quand c'était un petit peu compliqué pour lui. Donc j'ai vraiment pris plaisir à le voir jouer. Et c'est vrai que quand il est à ce niveau-là, même ses pires détracteurs ne peuvent ne pas reconnaître que il est essentiel sur une base arrière, quoi, quand il est à ce niveau-là. Moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est que je le sentais bien physiquement, parce qu'il a défendu et il a passé du temps en défense, et il a même fait quelques bonnes interventions en défense. Des fois, ouais, tu l'as dit, il a été dépassé, mais moi je noterais ses bonnes interventions. Et puis en attaque, il nous a fait plaisir. C'est ce que je disais en début de saison, c'est le genre de mec qui me fait lever de mon siège, quoi, parce que il fait des super actions. Donc évidemment, super content de son match. Moi, je serais un petit peu plus, je serais moins dur sur la deuxième mi-temps. Effectivement, la première, on a pris beaucoup de plaisir. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Sur la deuxième, je suis convaincu qu'il y avait une très forte pression de la part de l'encadrement, donc sur le staff et sur les joueurs, parce qu'il fallait pas se rater contre Arendal. Et clairement, il y avait une très très forte pression. Et je pense que le message c'était c'est bon, on a 6 buts d'avance. On n'a pas besoin de gagner de 8 ou 9 buts, parce que ça apportera rien au classement. On gère, on fait sortir Nico Tourna, on se protège physiquement. Le seul truc, c'est que en fait, on a géré sans gérer, quoi. Parce que c'est ce que tu dis, on n'a rien géré finalement, puisque on perd cette seconde période en maîtrisant pas du tout le jeu, parce que Istres est beaucoup plus cohérent que nous sur la deuxième période. Non, pour moi, on n'a pas géré, au contraire, quoi. Et comme tu dis, que les joueurs veulent se préserver, qu'ils aient de la pression, tout ça, mais et si les gars veulent pas avoir de pression, la plupart ils sont tous internationaux pour la plupart. Si en tant que joueur international t'es pas capable de supporter la pression, mais va faire du curling en amateur. C'est pas une question de ne pas supporter la pression, c'est une question il y avait une forte pression sur le match retour d'Arendal, parce qu'il fallait pas se rater, et donc il fallait être le plus frais physiquement possible. Et donc les gars, il fallait qu'ils se préservent. Il y avait pas mal de joueurs qu'on n'a pas vus. Il y a des joueurs qui sont moins allés. Il fallait se préserver. Bon, j'ai envie de dire, vu la guerre que ça a été contre Arendal et l'impact physique qu'il a fallu mettre, heureusement que les gars se sont un petit peu préservés, parce que ça a été utile ce week-end. Et puis tu sais gérer la pression, toi, Mickaël.
Alors, moi, je suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'ils aient géré la pression ou qu'ils aient géré quoi que ce soit. Je reviens là-dessus. Ou gérer une potentielle blessure qui pourrait arriver en vue du match contre Arendal. Pour moi, ils ont pas du tout maîtrisé cette seconde période. Et c'est Ils pour se ça sont évités trop de dépenses physiques et une blessure. Par contre, après, on n'a jamais eu peur en deuxième mi-temps. Là, la deuxième mi-temps contre Istres, on n'a jamais eu peur. Donc, t'as envie de dire, pourquoi aller faire un effort en plus, sachant qu'on a un match de Coupe d'Europe hyper important le dimanche, pour aller gagner de quoi 6-7 buts, ce qui ne nous apporterait rien du tout. Non, mais les erreurs de défense, les fautes techniques en attaque en deuxième période, parce qu'il y a une belle animation en première, je suis désolé, c'est pas se préserver, ça. Ça, c'est un niveau de jeu qui tombe encore à nouveau. Il y a évidemment de ça aussi. Il y a aussi beaucoup d'erreurs. Mais bon, je pense que ça a été drainé par l'intention de se préserver pour la Coupe d'Europe. Je rejoins Yann, c'est vrai que les efforts à faire en défense, en tout cas dans l'organisation du jeu sur ces matchs-là, peuvent nous servir sur d'autres compétitions, dans d'autres matchs. Et c'est vrai que des fois, on va dire, ces faiblesses en défense, on a l'impression qu'ils s'oublient un petit peu, ils sont plus tout à fait... on le paye aussi à d'autres moments, alors peut-être pas sur ce match, mais sur d'autres matchs, on les paye, ces réflexes-là de cohésion, d'entente, enfin en tout cas de faire attention, de rester concentré tout au long du jeu. On voit qu'il y a des périodes quand même où des fois on prend des +2, +3, où la réaction elle est pas tout à fait là, elle vient plus tardivement et on se met un peu en difficulté, après il faut recoller au score. Alors fort heureusement on a les joueurs pour le faire, effectivement on remarque les entrées de certains, ou en tout cas il suffit qu'il y ait un mini scène dans les buts qui fasse 2 ou 3 parades d'affilée, ça permet de nous remettre dans le bain, mais on peut pas toujours compter comme ça sur des perfs individuels pour réussir à combler ces petits manques des fois qui sont récurrents des fois. Donc j'ai une impression, c'est qu'il y a un truc qui s'est cassé depuis le match contre Toulouse et j'ai l'impression qu'on le ressent de match en match et ça me fait un petit peu peur aussi. Et toi, cette impression où on gère rien en deuxième mi-temps, où on se perd, et on l'a ressenti contre Arendal, où il y a des fois, tu sens que les gars n'y arrivent plus, tu sais pas trop pourquoi. Et je me demande si c'est pas psychologique, et j'ai pas... peut-être qu'il s'est passé un truc, il y a un truc qui s'est cassé après la déroute, ça a été tellement violent contre Toulouse, que les mecs, ils ont perdu un peu de confiance en eux, et psychologiquement, il manque un truc, et dans les moments un peu durs, tu sens qu'ils se crispent, et ils y arrivent plus forcément. Ah, mais je partage tout à fait ton avis. Quand on voit le niveau de jeu, on l'a souligné, déployé par le H en début de saison, avec des passements par les ailes, avec un jeu qui était varié, avec une rotation de l'effectif, et tout le monde était bien intégré. La dérouillée contre Toulouse a vraiment fait mal aux têtes, et pas qu'aux têtes, en fait, dans les cannes également. Et on n'a qu'à voir, le jeu est beaucoup plus stéréotypé maintenant, hein. C'est pivot, et beaucoup moins par les ailes. Et peut-être parce que ça rassure, parce qu'on sait que 4 ballons sur 5, Nico Tourna va les attraper et les mettre au fond. Donc, sauf que le jeu en devient tellement stéréotypé que pour les défenses adverses, c'est beaucoup plus facile à lire. Oui, il y a certainement, tu as complètement raison, la défaite de Toulouse a fait beaucoup de mal, et peut-être qu'on verra où on en sera après les 3 matchs décisifs déjà, je pense, qui vont venir là d'ici la trêve internationale, mais peut-être que la trêve internationale fera du bien, histoire de reposer un peu les têtes, et les joueurs dans leur sélection nationale puissent penser à autre chose. Ça nous emmène, messieurs, dans la suite de cette thématique sur la Star League, sur le prochain match à venir, celui de Chambéry. Alors effectivement, on a affaire à un effectif qu'on connaît déjà bien, hein, avec une équipe de Chambéry qui fait toujours partie des forces en présence. Qu'est-ce que vous escomptez, messieurs, sur ce match c'est-à-dire qu'on va retrouver des gens qu'on connaît très bien, comme Yann Gentil dans les buts, comme Maresco, qui va nous poser aussi des problèmes, Melic aussi. Est-ce qu'il y a des joueurs comme ça qui vous posent problème, ou comment vous sentez l'équipe face à Chambé? Alors, moi, mon avis sur Chambé, il est qu'un cas, parce que quand tu vois l'effectif, il est quand même plutôt joli. Quand tu vois leurs résultats, c'est en dents de scie, c'est pas les résultats escomptés par rapport à la saison dernière. Ils sont 11e actuellement. Ouais, c'est ça. Et là, ils viennent de se faire sortir du Q3 de Coupe EHF. Juste parce qu'ils avaient perdu chez eux de 5 buts contre Pau, non, contre Aix. Ça va me faire la soirée, contre Aix, et le match retour avait lieu à Aix, et ils gagnent là-bas de 4 buts, donc c'était
pas grand-chose pour qu'ils se qualifient. Donc eux comme nous, on arrive d'un déplacement compliqué en Coupe EHF avec de la fatigue dans les jambes. La grande différence, c'est que nous on s'est qualifié, donc pour le moral on récupère, et pour le physique et surtout on récupère plus facilement. Eux, je pense que c'est une belle déception et alors ça peut être à double tranchant. Est-ce que ça va ils vont tout donner parce qu'il y a le championnat et pour se remotiver et pour essayer de grappiller des points et être en fait au niveau auquel on les attend, ou est-ce que ça les a plombés et qu'ils vont déjouer. En tout cas, si on doit parler que de nous du H, il faut qu'on aille gagner là-bas. On a 3 matchs importantissimes qui arrivent, Chambéry, Aix et Montpellier. On sait à quel point c'est difficile d'aller grappiller des points au phare. On a réussi à le faire ces dernières années, pas tout le temps, mais on a quand même réussi à le faire. Là, cette année, il y a obligation si on veut rester dans le wagon de tête. Ben oui, c'est exactement ça. La victoire, elle est essentielle là-bas. On fera les pronostics à la fin du sujet, mais je crois que c'est le match, pour moi, le plus difficile à pronostiquer de l'année, parce que Chambéry, c'est très joli sur le papier, c'est capable de très belles choses depuis le début de l'année. Il y a eu des matchs hyper intéressants, notamment contre Montpellier ou même contre Paris, où ils ont été assez bons. Mais il y a eu des catastrophes. Je prends pour exemple la semaine dernière contre Saint-Raphaël, la première période. Je t'avais envoyé un petit message, Yann. Il dit mais s'ils jouent comme ça la semaine prochaine, on va gagner au phare, quoi. Donc on sait pas quelle équipe de Chambéry on va jouer, et le truc c'est qu'on sait pas quelle équipe nous comment on va jouer, parce que on a été capable de montrer des super trucs comme des trucs catastrophiques. Donc là on a vraiment 2 équipes qui sont très jolies sur le papier, mais qui sont capables du meilleur comme du pire. Donc pour pronostiquer ça va être compliqué. Quoi qu'il en soit, comme tu l'as dit, moi je dirais que leur début de saison il est catastrophique à Chambéry. Il y a 6 points pris depuis le début de l'année. Là, en 10 matchs, ils ont gagné que 2. Alors ils n'ont pas été ridicules sur tous les matchs, mais bon, d'un point de vue comptable, ils y sont clairement pas. Pour être européens, en tout cas pour être dans les places européennes en championnat pour la fin de l'année, c'est presque déjà mort pour eux. Et puis ils sont déjà éliminés de Coupe d'Europe, quoi. Donc c'est alors que c'était quand même aussi un de leurs objectifs de briller en Coupe d'Europe. Donc pour Chambéry, nous on se plaint un petit peu, mais je veux dire on est plutôt pas trop mal lotis. Là on est dans le bon lot, on est qualifié pour les poules. Pour imaginer les supporters de Chambéry au fin fond du classement et sortis de Coupe d'Europe. Donc ça va être un match. Je sais pas, ça peut être un match compliqué, parce que si Chambéry, motivé par le phare, décide de nous proposer une belle copie, et que nous, on est au niveau de ce qu'on a montré ces dernières semaines, on va en chier, clairement. Maintenant, en fonction de ce que va montrer Chambéry, on verra. C'est exactement ce que tu dis, exactement ça. C'est 2 clubs à peu près similaires qui on sait pas à quoi s'attendre en fait. Hein. Ouais. À la différence près, c'est que le H qui inquiète les gens, c'est plus les prestations. Parce que quand tu prends les résultats, finalement, on est dans les temps. Ouais. On est dans les temps, on est ex-aequo avec le 2e au classement, on est qualifié pour les poules de Coupe EHF. Donc finalement, on respecte les objectifs qui ont été annoncés en début de saison. Après, ce sont les prestations qui forcément posent question. Et on se dit, est-ce qu'on va pouvoir continuer à engranger des points en championnat et à battre des équipes en EHF si on continue à jouer comme ça. Pour Chambéry, c'est plus compliqué parce que c'est... Les prestations et les résultats. C'est ça, les prestations sont comme je disais, en dents de scie. Un coup c'est très bon, un coup c'est très mauvais, comme tu le disais. Mais en plus, les résultats suivent pas. Donc... Alors justement, messieurs, ça nous emmène vers les pronos. Tout ce que vous avez dit est très juste. Moi, je pense que ça peut être aussi un bon match test, en tout cas, pour se faire peur ou pas pour le H. C'est pour ça que, de mon côté, je vois une victoire, mais je vois pas une victoire très large. Justement, je pense que ça va être un match accroché. Je vois une victoire de +3, +4 maximum. Ouais, c'est sûr que là, avec le planning qui nous reste sur les 3 matchs, tu l'as dit, c'est que du gros. Donc c'est peut-être sûrement le moins gros, parce que Aix et Montpellier c'est plus fort. Donc il faut aller chercher quelque chose là-bas. Moi je suis assez d'accord avec toi, Polo. Je pense qu'on va avoir un match très serré entre 2 équipes qui ont surtout pas du tout envie de perdre. Je dirais quand même, je vais rester optimiste. Une victoire de nos violets, +2. +2, et pour toi, Mickaël, pour toi, Yann, pardon. Pour moi, ce sera une victoire de +1, parce que Mickaël a enlevé les mots de ma bouche. C'est 2 équipes qui n'ont surtout pas envie de perdre,
plutôt que même si elles ont envie de gagner, mais c'est plutôt qu'on peur de perdre plutôt que avoir cette envie de gagner. Donc plus un match très serré. Bon bah voilà messieurs, on arrive au terme de cette 12e émission. Merci à vous. On débriefera tout ça, notamment les derniers résultats lors de la prochaine émission, la 13e. Et merci à vous de nous écouter. Merci pour vos retours sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à nous faire des suggestions sur l'émission. Merci à vous messieurs. Merci à vous les copains. Merci de nous avoir écoutés. Et puis la semaine prochaine. À la semaine prochaine, bonne soirée.